Bonjour et merci d'avoir attendu pendant les problèmes techniques. Je vais parler de l'automatisation et maintenance du noyau Linux qui se repose sur notre travail sur Coccinelle. C'est un travail qui a été fait en collaboration avec Gilles Muller qui est présent aussi cet après-midi. Je vais commencer avec c'est quoi un système d'exploitation. Ça, c'est le truc de base de mon travail. On a tous ces machines sur le bureau et on les utilise pour lire son mail, communiquer avec ses amis, écrire des papiers, faire des expériences, etc. Mais là, ce sont des applications. Ce qu'il y a derrière, ce qui est dans la machine, ce sont des différents devices. Il y a le clavier, il y a la souris, il y a l'écran. Et aussi à l'intérieur, il y a le CPU, il y a les disques, etc. Et tout ça, ce sont des entités séparées et on a besoin qu'ils puissent communiquer entre eux. Et c'est le système d'exploitation qui gère ça. Ça gère l'interaction entre les devices et l'interaction avec les applications et les devices. Alors, si on veut discuter avec quelqu'un, faire une visioconférence, il faut parler, alors il faut un microphone, il faut être vu, alors il faut caméra, et il faut voir l'autre personne, il faut l'écran, etc. Il y a le système d'exploitation qui reste entre les applications et le matériel, et gère la communication entre eux. Un problème est la correction de le système d'exploitation, c'est une chose qui est très importante. Parce que, comme j'ai dit, le système d'exploitation, ça contrôle tout. On a une application, peut-être cette application ne marche pas, c'est pas très grave, on peut trouver une autre application qui fait la même chose. Si on a le système d'exploitation qui ne marche pas, si le disque il ne communique pas correctement avec le disque, par exemple, là, on ne peut plus rien faire. Alors, on peut avoir tout un ensemble d'applications qui ne sont pas utilisables. Ce qui est encore pire, quand quelque chose n'est pas utilisable, au moins on sait que ce n'est pas utilisable. Ce qui est pire, c'est quand le système d'exploitation fait des choses inattendues et on perd des données. On ne sait pas que les données sont perdues, elles sont juste perdues. Il n'y a pas de problème avec l'accès avec le mémoire, accès avec les disques. On peut avoir aussi des attaques de sécurité. Et ça peut mener jusqu'à des risques pour la vie des humains dans les voitures, dans les avions, avec des devices médicaux, etc. L'année dernière, on a beaucoup parlé de Meltdown Inspector, qui ont des impacts très importants sur les systèmes d'exploitation. Mais il y a des nouveaux types d'attaques qui arrivent tout le temps et c'est impossible de savoir en amont quel sera le prochain problème. Le focus de notre travail, c'est le développement du noyau Linux. Linux, c'est un système d'exploitation open source qui a été développé par Linus Torvalds, qui a été à l'époque un étudiant en Finlande, qui était sorti au départ en 1991. La première version a été release 3 ans après. Et c'est un système qui a vraiment fait comme ça. Et maintenant, c'est utilisé dans tous les top 500 supercomputers, des milliards de téléphones, de tablettes et des autres choses comme ça. Et aussi dans des choses inattendues comme des navires et des bourses, etc. Linux est vraiment présent partout. Surtout, il y a beaucoup de données, beaucoup de besoins de communication, etc. Linux est très très gros et ça introduit des différents défis dans le développement. D'abord, comme j'ai dit, c'est très gros. Il y avait 17 millions et demi de lignes de code dans la version 4.20 qui était sortie en décembre de l'année dernière. C'est clair que c'est difficile pour une seule personne de comprendre 17,5 millions de lignes de code. Même Linus Torvalds, la personne qui a produit la chose au départ, je ne pense pas qu'il comprend tous les 17 millions de lignes de code. Il y a aussi plusieurs flots de développement. Il y a un mainline version qui est la version qui est sortie tous les 2-3 mois
avec les nouveaux features. Et après, il y a des versions stables qui contiennent des bug fixes. Et toutes ces versions sont maintenues en même temps. Un autre défi, c'est qu'il y a une très grosse gamme de contributeurs. Depuis 2005, c'est open source. Il y a n'importe qui peut contribuer ce qu'il veut. S'il y a un petit problème avec Linux, il peut contribuer à une solution. Il y a jusqu'à 20 000 personnes différentes qui ont contribué à Linux depuis 2005. Alors, c'est un défi juste de contrôler tous ces gens et contrôler la qualité de ce qu'ils font. Ce sont des développeurs dans l'industrie, ce sont des gens qui travaillent le soir parce que ça les intéresse et ce sont des étudiants en première année qui veulent contribuer à un système et ont tombé sur ça. Il y a aussi un taux d'échange de modifications très élevé. Il y a entre 13 et 14 000 changements chaque release, c'est tous les 2 et 3 mois. Il y a des gens qui doivent regarder toutes ces modifications qui ont été faites. Et ces modifications ont besoin d'être intégrées avec les différents flows de développement. La taille du code, là on voit les différents composants du système. Les pilotes de périphériques, ça c'est tous les devices dont j'ai parlé, l'écran, les claviers, etc. Ça, c'est la partie du noyau qui continue à augmenter comme ça avec les années. Il y a toujours plus de devices qui sortent et du code pour gérer ces devices doit être intégré dans le noyau pour que les gens puissent l'utiliser. On voit une légère baisse en 2018, entre 2018 et 2019, mais c'est surtout parce qu'il y a un device driver qui a été supprimé qui tenait sur 200 000 lignes de code. Alors là, il y a une petite diminution qui a compensé les augmentations qu'on a eues dans d'autres directions. Et après, il y a d'autres parties du noyau. Il y a le support pour les différentes architectures, ça a augmenté à certains moments. Il y a le système de fichiers, ça c'est FS. Il y a le traitement pour la gestion du réseau, le noyau lui-même avec l'ordonnanceur, etc., de gestion de mémoire. Tout ça reste assez stable en taille de code, mais quand même, il y a des changements réguliers qui ont besoin d'être contrôlés. On peut regarder aussi le système de release, comme j'ai parlé de plusieurs flows de développement. On a au milieu le mainline. Mainline ici, c'est si on veut proposer un nouveau feature, si on veut corriger un bug, si on veut n'importe quel changement dans le noyau Linux, ça rentre dans le mainline. Comme j'ai dit, tous les 2-3 mois, il y a un release. Alors, globalement, là, il y a un release, c'est le release de 4.9. Et après, il y a quelques semaines qui s'appelle le merge window. Et dans le merge window, tous les mainteneurs Linux peuvent contribuer les changements qu'ils ont collectionnés pendant les dernières semaines ou les derniers mois. Et ce sont les modifications qui vont être intégrées dans le prochain release. Alors, là, c'est le merge window, il y a tout qui arrive. Après, Linus Torvalds passe les prochaines 6 semaines à intégrer tous les changements qu'ils ont reçus, à vérifier que tout marche ensemble et aussi recevoir des bug fixes, mais pas des nouveaux pas des nouveaux features. Alors là, ce sont les différents release candidates. On arrive de plus en plus proche à la prochaine version. Après, il y a la prochaine version qui sort et ça continue. Précisément au moment où il y a un release, il y a une autre version, une autre branche qui commence à côté. Ce sont les stables. Ce sont les versions qui, si on est Linux sur sa machine, ce sont plutôt ces versions-là qu'on utilise. Ce sont les versions qui collectionnent des bug fixes. Tous les bug fixes, ils doivent arriver dans le mainline d'abord. Ce sont les petites flèches qu'on voit là. On a une commit qui est arrivée ici. On a déterminé que c'est un bug fixe important. C'est quelque chose qui peut provoquer un crash pour l'utilisateur. Et on va le propager vers les versions stables. Et de temps en temps, plus ou moins, ce qu'on peut voir ici, c'est que la version stable termine à la prochaine release. Mais de temps en temps, on décide qu'il y a une version qui sera maintenue
pendant plus longtemps. Et il y a plusieurs autres, il y a peut-être 3 ou 4 versions comme ça qui sont maintenues en parallèle. Et ce sont surtout des versions qu'on trouve dans des trucs comme Debian Stable qui sont maintenues pendant un certain temps. Ce sont peut-être aussi des versions qui sont intéressantes pour les entreprises qui veulent quelque chose qui va continuer à marcher pendant un certain temps. Oui, comme j'ai dit, il y a un nouveau release tous les 2-3 mois et il y a 13 ou 14, entre 13 et 14 000 changements par release. Alors, avec tous ces changements, il faut que quelqu'un les valide. Alors, ce qui a évolué dans l'histoire de Linux, c'est une hiérarchie de mainteneurs. Au départ, il y avait Linus Torvalds qui a tout fait lui-même. Après, il y a d'autres personnes qui se sont intéressées au projet et se sont devenus un peu des trusted developers qui ont pris des rôles de maintenance. Alors, maintenant, on a une hiérarchie à Linux à la fin. Il y a, par exemple, on voit David Miller. Lui, il gère le réseau, les drivers réseau. C'est lui les 8000 fichiers. Alors, ça, c'est vraiment un gros truc. Après, il y a différents types de drivers réseau. Alors, on regarde sur sa machine, on a je ne sais pas quoi. Ça, c'est un driver réseau. Et son collègue a un autre type de driver device réseau. Il y a un autre driver réseau. Il y a des milliers. Il y a aussi Daniel Vetter qui s'occupe de GPU. Ça, c'est peut-être un peu plus petit, mais il y a quand même 4000 fichiers dont il est responsable. Et en dessus, il y a des personnes qui sont plus spécialisées. C'est peut-être la personne qui a écrit le driver en question, ou peut-être la personne qui a écrit le driver en question a disparu depuis, il ne s'intéresse plus. Mais c'est quelqu'un qui s'est intéressé à la chose et est devenu un mainteneur de ce fichier ou peut-être un ensemble de fichiers. C'est une personne qui est censée tout comprendre dans le code. Je ne pense pas que Linus Torvalds comprend très bien ce driver, par exemple. Et cette personne est peut-être le seul qui a le device qui va avec, qui peut vraiment faire des tests dessus. Et après, ce qui fait vraiment vivre le système, c'est bien sûr les contributeurs, les personnes qui écrivent des patchs, qui écrivent des nouveaux features, qui écrivent des bug fixes, qui trouvent des problèmes, etc. Et l'idée reçue sur les développeurs Linux, ce sont des lycéens qui passent leur nuit dans leur garage à écrire du code et chatter sur l'Internet. Mais dans la réalité, Linux, c'est surtout, on voit des industriels. Il y a surtout, au départ, il y avait des entreprises qui produisent des distributions de Linux. Alors, il y avait SUSE qui n'est peut-être pas très grand public, mais c'est une entreprise qui s'est impliquée beaucoup et qui interagit beaucoup avec des industries, des entreprises qui ont besoin d'utiliser Linux sur leur machine. Dans le même esprit, on a Red Hat. Il y en a peut-être d'autres qu'on voit, je ne sais pas. Là, ce sont les gens qui vont redistribuer Linux. Il y a aussi des gens qui sont intéressés par Linux parce qu'ils veulent que Linux marche bien sur leur machine. Alors, comme ça, on voit Intel, c'est aussi impliqué avec beaucoup de développeurs dessus très, très tôt. On voit aussi, dernièrement surtout, les développeurs de téléphones, parce qu'il y a Android sur des différentes machines. Alors, on a Samsung, on a Huawei, on a Renesas, je pense qu'ils sont aussi un peu impliqués avec les téléphones. Et on a quelques petites entreprises qui sont très présentes dans le monde embarqué, comme Pengutronics et Free Electrons en France. Alors, c'est très varié, mais il y a aussi Gmail. Alors, là, ce sont des gens un peu aléatoires qui veulent contribuer. Alors, eux sont présents aussi, mais ils sont loin d'être les contributeurs majeurs. Alors, qu'est-ce que ces personnes font? Globalement, on a ici un développeur et on a ici le mainline Git. Ça, c'est la personne qui produit le code. Et son objectif, c'est que son code arrive ici. Alors, il faut qu'il navigue le chemin. La première étape, c'est d'envoyer un mail avec sa proposition au mainteneur. Toutes les contributions à Linux, ils
Ils sont faits à travers du email, c'est-à-dire à travers du texte et une représentation très bas niveau. Et ça a l'avantage que tous les mainteneurs, tous les développeurs aussi peuvent construire le script, les outils autour de la chose. Et comme ça, ils peuvent être aussi efficaces qu'ils veulent avec les outils qu'ils aiment bien. C'est différent de GitHub, des autres approches comme ça, qui sont peut-être vues comme un peu plus modernes, mais qui imposent un certain rythme de travail. Alors, le développeur envoie son mail avec sa contribution au mainteneur. Les mainteneurs, et il y a des mailing lists associés avec toutes les parties du noyau aussi. Et comme ça, il y a une discussion, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais, etc. Si tout le monde est content, il donne une réponse au développeur et il fait un commit dans son propre dépôt Git ou de manière générale, son propre moyen de sauvegarder des patchs, de gérer les patchs. Après, on attend et plus tard, il y a le merge window qui ouvre et il envoie un petit mail à Linus et il dit Linus va chercher tous mes changements qui sont ici, il faut les récupérer. Alors, Linus va les récupérer et il va les committer dans son Git à lui. Et là, il y a, bon, j'ai mis juste commit, mais enfin, il y a un grand travail d'intégration du code. Il y a des changements qui viennent un peu de partout et différentes personnes ont différentes idées sur ce qu'il faut faire, etc. Là, ça arrive dans le mainline et quelques semaines après, ça va sortir dans la prochaine version. Après, il y a une autre personne à côté ici, Greg Hartman, qui s'occupe des versions stables. Ce sont des versions qui acceptent des bug fixes. Et lui, il fait des polls régulièrement du mainline. Il voit des patchs qui ont été signalés comme des bug fixes et il décide s'il va les mettre dans les versions stables. Comme ça, on a des versions qui marchent de mieux en mieux. Voici un exemple. C'était moi le développeur en question. Ça, c'est typique de ce qu'on envoie, ce sur quoi on communique quand on fait le développement de Linux. C'est le sujet, c'est la chose dont on parle. Ça contient, bon, ça c'est un message de mail comme les autres. Je l'ai envoyé à un ensemble de personnes. Ce sont les personnes qui sont impliquées dans la maintenance du fichier que j'ai modifié. J'ai donné un message qui décrit un peu qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que j'ai fait le changement, c'est quoi le problème que je suis en train de résoudre. J'ai mis un signed off by, ça c'est une chose très importante, ça dit que je signale que j'ai le droit de faire cette contribution, j'ai le droit je reconnais que ma contribution sera dans un logiciel open source, etc. Après, ici, c'est la description du changement. Il y a une description ici, c'est juste un petit overview de qu'est-ce qui a changé. Et après, il y a ce qui s'appelle un diff ou un patch. Ça, c'est décrit ce qui se passe dans le changement. C'est-à-dire, il y a un certain ensemble de lignes de code. Bon, ça touche un certain fichier. Il y a un certain ensemble de lignes de code qu'on veut supprimer. Ils ont des moins. Et un certain ensemble de lignes de code qu'on veut ajouter. Ils ont des plus. Et ça, c'est une description. C'est une description très simple, mais c'est une description complètement formelle et complètement reproductible. Si quelqu'un d'autre a ce fichier, il peut, avec la même version sur laquelle j'ai travaillé, il peut prendre cette description, il peut l'appliquer sur son code et comme ça, il aura exactement le même changement que j'avais fait dans ma version de Linux à moi. Le problème qui nous intéresse, c'est globalement le problème de la taille du code qui monte, comme ça. Plus le code est grand, plus il y a besoin d'avoir des modifications à très grande échelle. Alors, voici quelques exemples. Il y a une personne qui s'appelle Thomas Gleixner, qui est à la fois un mainteneur des trucs très fondamentaux dans Linux, comme le x86, l'architecture et le support des interruptions, différents supports vraiment dans le noyau. À un moment, il s'est dit que ce serait bien de réorganiser la gestion des interruptions et il a dû faire une modification qui a touché à presque 200 fichiers. Alors, faire une modification comme ça à la main,
aller regarder tous les fichiers, d'abord trouver tous les fichiers qui sont impactés, aller trouver quelles sont les modifications qu'il faut faire dedans, être sûr de faire la bonne chose, ne pas faire des fautes d'orthographe, etc. Ça, c'est un travail vraiment énorme, fastidieux. Et les interruptions sont un peu le truc le plus fondamental du système d'exploitation. Si on fait une erreur à cet endroit, ça ne va vraiment pas marcher. Alors, ça a des grosses conséquences. Il y a aussi Case Cook, il organise un projet qui s'appelle Linux Self-Protection Project, c'est quelqu'un qui s'intéresse à la sécurité. Lui a trouvé qu'il y a certaines fonctions qui posent des trous de sécurité. Ce sont des fonctions liées à malloc, c'est-à-dire l'allocation de mémoire. Là aussi, on peut imaginer qu'il y a des allocations de mémoire un peu partout dans le noyau Linux. Alors, il a fait deux transformations qui ont impacté l'un presque 400 et l'autre presque 500 fichiers encore. Les modifications en eux-mêmes ne sont pas extrêmement compliquées, mais le faire la même chose 500 fois dans 500 fichiers différents, c'est vraiment difficile. Après, il y a tout un effort qui a duré depuis un certain temps sur le problème de l'année 238. Alors, Linux compte le temps depuis le nombre de secondes depuis 1970. Et en 2038, il y aura eu plus de secondes que ce qui tient dans un mode de 32 bits. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller partout dans Linux et trouver tous les entiers de taille 32 qui ont un lien avec le temps et les modifier pour les rendre à 64 bits. Alors, ça, c'est une chose très difficile à la fois parce que, bon, il y a une notion de temps partout et il n'y a pas tous les variables de taille 32 bits qui sont liées avec le temps. Alors, il faut connaître la sémantique aussi. Et après, c'est un peu plus petit, c'est le travail que j'ai fait sur Avnoput, comme on a vu dans l'exemple précédent. Et ça, ce qui a touché jusqu'à présent 50 fichiers, il y a encore beaucoup de travail à faire, comme on va voir prochainement. Ici, on voit un peu plus, juste pour avoir une idée de ce qui fait ces changements à vraiment très grande échelle. Voici une partie de ce que j'ai fait sur la fonction ofNodePut. Je vais l'expliquer un peu plus dans les transparents à venir, mais ce qu'on peut voir actuellement, c'est que, la première chose qu'on peut voir, c'est que ça touche à un nombre variable de fichiers, et ces fichiers sont très dispersés dans le noyau Linux. Il y a un qui est pour les drivers de vidéo, il y a un pour les gestionnaires de power, il y en a un pour, ça c'est le support pour ARM. Alors ça, c'est une chose qui touche vraiment partout. Après, les changements eux-mêmes, ils sont assez simples. Il faut mettre une fonction ofNodePut à différents endroits. Par contre, savoir les endroits où il faut le mettre et les endroits où il ne faut pas le mettre, c'est peut-être un peu plus compliqué. Et parfois, il y a des petits détails qu'il faut prendre en compte parce qu'il y a... Linux a la bonne ou mauvaise décision que si on a un if avec un seul statement, on ne met pas d'accolade. Alors, si on remplace un seul statement par deux statements, alors il faut ajouter des accolades aussi. Alors, il faut faire un peu attention à ce qu'on fait. Alors, le défi, c'est comment faire tous ces changements de manière rapide, cohérente et correcte. Je trouve que rapide, c'est assez important parce que si on a 200 choses à faire ou 500 choses à faire, si on ne peut pas le faire dans une durée un peu raisonnable, on va faire les premières 50 choses et après on va passer sur autre chose et ce ne sera pas fait. Il faut que ce soit cohérent. C'est très important dans le contexte de logiciels open source que les choses soient faites de la même manière partout. Alors, si on travaille sur les traitements d'interruption, dans un fichier, un autre fichier, les développeurs doivent reconnaître ça, c'est un traitement d'interruption. Et voici certains arguments, ils ont certaines sémantiques, etc. On ne va pas réinventer la roue dans chaque driver. Et c'est un peu évident qu'il faut que ce soit correct. Alors là, c'est là où notre recherche intervient. On a proposé l'outil Coccinelle. L'idée de Coccinelle, c'est un outil pour faire des changements, des recherches de code et des changements
automatique dans du code C. L'idée principale, c'est on fournit à la fois un langage pour décrire des transformations et autrefois un outil pour appliquer ces transformations. Et l'idée principale, c'est cette idée de patch, comme on a vu dans le mail que j'avais montré. On a utilisé ça comme base pour comment construire notre langage, parce qu'on s'est dit, c'est ça la chose que les développeurs Linux connaissent. Ils sont habitués à raisonner en termes de code, en termes de patch, etc. Et comme ça, on peut leur fournir un langage qui ressemble à la chose qu'ils connaissent pour qu'ils puissent exprimer les choses qu'ils ont besoin de faire. Coccinelle le développement a commencé en 2005 et ça a été rendu disponible en open source en 2008 et ça a été utilisé et évolué, etc. depuis. L'idée, on a la notion de semantic patch. Dans le mail, on a vu les patchs standards. Les patchs standards, ils sont, comme j'ai dit, ils sont très bien parce qu'une autre personne qui a le même code peut répliquer le changement qui a été fait dans le patch. Mais là-dedans, il y a le mot-clé qui a le même code. Alors, si on veut faire des changements à grande échelle, il n'y aura pas exactement le même code un peu partout dans tous les différents endroits qui doivent être modifiés. Alors, il faut que la description puisse être un peu plus abstraite pour que ça puisse s'adapter aux différents endroits pertinents. Alors, on est clairement indépendant des choses comme numéro de ligne, des espaces, etc., mais on peut aussi être indépendant des noms de variables et d'autres sous-expressions qui ne sont pas pertinents pour la transformation qu'on veut faire. C'est une notation qui est très proche au code. Globalement, l'idée, c'est qu'on peut prendre un bout de code qui est un peu typique de ce qu'on veut faire, et après, on peut abstraire dessus et obtenir une spécification qui va décrire les changements qu'on veut faire à tous les endroits. Puisque tout est des textes, tout est très proche au code, c'est très facile à l'adapter à différentes situations. Globalement, on peut faire une spécification, on peut tester sur le code, on peut voir si ça marche bien ou pas. Si ça ne marche pas bien, on peut l'adapter. Et une chose qui aussi arrive dans Linux, c'est que ça évolue régulièrement. Et on peut aussi étendre les spécifications qu'on a faites avec les nouvelles fonctions qui arrivent, etc. Et le but, c'est de rassembler aux habitudes, aux connaissances du développeur Linux. Ce qui est très important, c'est qu'on n'a pas besoin d'expertise en analyse de programme. On n'a pas besoin de connaître les abstract syntax trees, des control flow graphs, des choses comme ça. Ce sont des choses qui sont très bien à savoir, qui sont très utiles. Ce sont bien sûr utilisées à l'intérieur de Coccinelle, mais ils ne sont pas vraiment dans le domaine de connaissance d'un développeur Linux. Pour illustrer ce qu'on peut faire avec Coccinelle, je vais prendre l'exemple of Node-POT. Pour comprendre cet exemple, il faut connaître un peu sur la gestion de mémoire dans Linux, dans le code C de manière générale. Le C, ce n'est pas comme du Java ou des langages fonctionnels, etc., qui ont un runtime system à côté qui va gérer la mémoire. Dans C, on alloue la mémoire à un endroit et le code lui-même doit exprimer l'endroit où il faut libérer la mémoire derrière quand on n'en a plus besoin. Dans des cas simples, par exemple, on a une fonction, il va allouer un buffer, il va utiliser ce buffer pendant un certain temps, après on va le libérer. On peut faire malloc ou kmalloc dans Linux. On fait son truc et après on n'en a plus besoin, on fait un kfree. Ça, c'est très simple, mais dès qu'on a des alias, dès qu'on a une utilisation un peu non structurée de ces données, les choses deviennent plus compliquées. Alors, dans Linux, il y a différents sous-systèmes qui gèrent la mémoire de manière différente. Ce qui va nous intéresser, ce sont ce qui s'appelle les device nodes. Ce sont des structures de données qui décrivent des propriétés de device. Alors, on a un device driver pour des cartes réseau, un truc comme ça, mais la carte réseau qu'on a acheté soi-même en particulier, il y a peut-être des flags ou des trucs comme ça qui sont spécifiques, et les device nodes décrivent cette information. Alors, ces informations, elles sont dispersées un peu partout dans le noyau, alors c'est très difficile de faire le kfree au bon moment,
parce qu'on ne sait pas s'il y a peut-être d'autres parties du noyau qui sont en train d'utiliser cette même information en même temps. Alors, on a deux fonctions. Il y a ofNodeGet. Le of, c'est Open Firmware. ofNodeGet, quand on accède à la chose, et cette fonction augmente ce qui s'appelle un reference counter, c'est-à-dire qu'il y a une personne en plus qui pointe sur les données. Et après, il y a ofNodePut, quand on n'en a plus besoin, ça va décrémenter le reference counter, ça veut dire nous n'avons plus besoin, mais s'il y a peut-être d'autres personnes qui en ont besoin, mais s'il n'y en a plus qui ont besoin, si le reference counter tombe à 0, après on va libérer la mémoire. Alors c'est une idée très simple, c'est une idée aussi très ancienne. Un problème avec cette idée, c'est qu'après on se trouve avec des ofNodeGet, ofNodePut un peu partout dans son code. C'est un peu pénible pour les développeurs qui ont surtout tendance à les oublier. Alors, une solution des développeurs Linux, c'est de les cacher quand c'est possible. Alors, ce qu'ils ont introduit, c'est toute une famille de ces itérateurs. Globalement, on a un pair, c'est un device tree. Alors, on a un pair avec plusieurs fils. Et on va itérer avec cet itérateur sur les différents fils. Et l'itérateur a la propriété, ça cache plein de code intéressants, ça cache du code qui augmente le reference counter sur l'élément actuel. Après, quand il passe au prochain élément, la première chose qu'il fait, c'est de décrémenter le reference counter de l'élément précédent. Comme ça, on peut itérer sur toute la liste et faire ce qu'on fait. Et on n'a pas besoin de voir des reference counters du tout. Mais j'ai mis une solution avec une point d'interrogation parce qu'on a un problème. Et le problème, c'est la chose qu'on ne voit pas. C'est très facile de aussi l'oublier. Alors, puisque for each child of node cache complètement l'utilisation des reference counters, on peut ne pas savoir qu'il y a des reference counters du tout. Et le problème qui se passe, c'est que s'il y a une sortie inattendue, on peut dire, de la boucle, avec un break ou un return ou un goto, comme ça, on ne va pas profiter de l'itération après pour décrémenter le reference counter de l'itération actuelle. Et la conséquence, ce sont des fuites de mémoire. Ce qui est un peu compliqué, peut-être, c'est break, return et continue. Eux pose problème, continue ne pose pas problème. Je m'excuse. Break, return et goto pose problème, continue ne pose pas problème. Alors, tous les quatre sont des moyens de un peu sortir de ce qu'on fait, mais ils ont des propriétés différentes. On peut regarder l'historique de ce problème de Linux. Alors, il y avait là, ça commence en 2011. Ce sont les nombres de break et goto et return qui sont concernés par ce problème. Ça a beaucoup augmenté avec l'utilisation de device-node. Mais pendant tout ce temps, ce qu'on peut voir, c'est que c'était fait correctement très, très rarement. Il n'y a qu'un ou deux cas qui étaient faits bien et plein d'autres cas qui n'étaient pas faits bien. À un moment, il y avait une discussion. Et ici aussi, quelqu'un la personne de ARM, une personne de ARM et une personne de Free Electrons, ce sont des entreprises qui sont concernées par l'embarqué, qui sont concernées par la gestion de mémoire, entre autres. Ils ont commencé à discuter ce problème et ils m'ont demandé avec Coccinelle est-ce qu'on peut faire quelque chose. Alors là, on voit une petite descente du nombre de problèmes. Et ce qui est intéressant, c'est que le nombre d'utilisations, le nombre d'occurrences de la situation continue à augmenter. Mais ça commence à être bien fait. Alors, les gens ont discuté le problème, les gens ont vu plein de patchs passer, les différents mainteneurs sont devenus sensibles au problème et ils ont commencé à dire peut-être que ça, c'est pas bon, ou juste pour les gens réalisent qu'il faut réfléchir à la question. Mais quand même, il y a des choses qui restent et il y a beaucoup de travail qui reste à faire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la situation continue à évoluer. Il y a il y avait 8 itérateurs comme ça et un autre a été ajouté l'année dernière. Alors, il y a des choses qui deviennent de plus en plus compliquées tous les ans.
Alors, on va voir comment on peut faire un semantic patch pour l'utiliser coccinelle pour résoudre ce problème automatiquement. Ici, c'est juste un point de départ, c'est un exemple du code. C'est un exemple un extrait un peu plus concret. Je m'excuse, un extrait un peu plus complet du code que j'ai fait dans le patch qu'on a vu avant. On voit la boucle. On voit le code qui vient avant dans la boucle. Après, on voit le if et le of no put comme on avait vu avant. Et si on regarde ce code, ce qu'on peut observer, c'est que la personne n'a pas déjà mis un of no put, alors c'est nécessaire de le mettre. Une autre chose qu'on peut observer, c'est que la personne n'a pas sauvegardé la valeur actuelle dans une autre variable. Si on garde un pointeur sur la chose, il faut évidemment garder le reference counter plus élevé, mais ça ne se passe pas. Une autre chose qu'on ne voit pas, mais qui est la réalité, c'est qu'après la boucle, le dernier élément qu'on a regardé avec la boucle n'est pas utilisé non plus. Alors, dans toutes ces conditions, on n'a plus, quand on fait le break, on n'est plus intéressé par cet élément, et comme ça, on peut diminuer le reference count et le permettre d'être libéré. Pour construire le semantic patch, on peut commencer avec son exemple et on peut réfléchir à quelles sont les choses qui sont importantes et quelles sont les choses qui ne sont pas importantes. Alors, clairement, une chose qui est importante, c'est le nom de l'itérateur, c'est ça qui provoque tous les problèmes. Alors, le semantic patch, c'est une description en deux parties. Il y a une partie au début, ici, qui décrit des choses sur lesquelles on veut abstraire. Et il y a la partie après qui est le code concret, le pattern de code qu'on veut matcher. Alors, on voit le squelette d'un appel à for each child of node. Et cet itérateur, il prend deux arguments, mais on n'est pas intéressé par le contenu précis de ces deux arguments. On veut juste dire globalement argument 1, argument 2. Bon. J'ai pris des noms un peu plus descriptifs, node et child, et j'ai dit qu'ils sont n'importe quelle expression. Et je suis aussi obligée de dire que c'est un iterator name parce que ça c'est un macro, ça ne fait pas partie du langage C, alors on a besoin de dire à coccinelle que c'est une chose importante. Après, on peut travailler sur le corps de la boucle. Les choses qui nous intéressent dans le corps de la boucle, c'est est-ce qu'il y a un appel à of no put? S'il y a déjà un appel à of no put, on peut arrêter notre recherche, c'est bon, il n'y a pas besoin de faire de modifications. Comme j'ai dit aussi, s'il y a quelque chose qui sauvegarde le fils dans peut-être une autre structure, quelque chose externe, il faut garder le reference count augmenté. Là aussi, il n'y a rien à faire. Et sinon, on peut tomber sur un break. Si on tombe sur un break, là, on veut faire une modification. Alors, on fait un plus de of no put. C'est-à-dire, on va matcher le code qu'on voit là, la partie qui est en noir. On va passer sur tous les différents fichiers et trouver les endroits où on a for each child of node avec les deux arguments, etc. On va trouver un break et à cet endroit, on veut faire la modification qui est décrite ici. Ça, c'est un disjunction, ça dit ce sont différentes options qu'on peut trouver. Il y a un détail, c'est que s'il y a un break quelque part dans la boucle, il n'y a pas forcément un break sur tous les schémas d'exécution. Alors, ce point, en fait, ça décrit ce qui se passe sur tous les chemins. Il y a des chemins avec des breaks, il y a des chemins sans break, il y a des chemins avec les autres choses ici. Alors, il faut indiquer que c'est ou le of no put, ou le eChild, ou un break, ou rien du tout. Et le point d'intégration rend ça optionnel. Quelques autres détails. Les points, ça veut dire on match quelque chose et une autre chose et rien. Et les deux choses avant et après ne peuvent pas apparaître là où sont les points. Ça, c'est une chose qu'on veut au début. On veut trouver le premier of no put et la première affectation et le premier break. Mais après, on n'est pas concerné par ce qui se passe. Alors, on peut mettre when any, on n'a pas besoin de cette contrainte implicite.
Et encore, puisqu'on fait un break, on va rester dans la même fonction et on va aller vers le code qui est après la boucle. On veut encore vérifier que cette child, la chose sur laquelle on a le reference count, n'apparaît pas pour être sûr que c'est acceptable de le libérer. Alors, on peut prendre la règle que j'ai montrée et l'appliquer avec Coccinelle sur tout le code du noyau Linux. Pour le cas de break, on trouve 4 problèmes. Bon, ce n'est pas énorme. On peut aussi étendre, faire des règles très similaires pour les cas de return et pour les cas de goto. Là, on trouve beaucoup plus de problèmes, surtout avec return. Et après, on peut, globalement, avec du copy-paste et avec renommage des noms et des itérateurs, on peut aussi travailler sur tous les autres itérateurs disponibles. Et on peut trouver tous les autres sites au problème. Et on peut aussi, on fait en même temps la correction. Et comme ça, on obtient tout un ensemble de, je ne sais pas combien, 200 patchs qui vont corriger des choses un peu partout dans Linux. Et ce qui est encore un peu plus enrichissant, c'est que là, ce ne sont pas les seuls problèmes avec ces reference counts. Quand on commence à regarder ces fonctions, quand on commence à regarder les sites qui ont été relevés par le semantic patch, on observe qu'il y a aussi beaucoup d'autres problèmes avec le reference count et on peut commencer à créer beaucoup d'autres semantic patch. Alors, ça donne un peu une perspective un peu différente. Normalement, quand on regarde du code, on regarde ligne par ligne, mais là, on peut écrire des semantic patch qui donnent des descriptions des choses qu'on veut trouver. On peut avoir une certaine vue sur le code qui est un peu plus spécifique à une thématique et pas juste spécifique à une ligne après une autre. Alors, pour l'impact un peu plus général de Coccinelle, ce sont les patchs qui ont été intégrés dans Linux dans les différentes années, qui mentionnent Coccinelle ou Semantic Patch dans leur message de log. On voit que ça a augmenté beaucoup dans les dernières années, ça a monté descend un peu. Ce n'est pas uniquement moi qui a fait beaucoup de travail parce que on peut voir que, bon, j'ai fait une partie, mais pas tout le graphe. Bon, ici, l'année dernière, il n'y avait peut-être pas énormément, mais j'ai aussi discuté avec certaines personnes qui ont fait des choses qui ont été peut-être un peu similaires à ce qui a été fait avec Coccinelle. Et eux ont dit, oui, ils ont utilisé Coccinelle, mais ils n'ont pas mentionné Coccinelle dans leur patch. Alors ça, c'est une sous-estimation de l'utilisation de l'outil. Et une autre source d'impact, c'est Intel, un service qui s'appelle le Zero Day Testing Service. Et c'est un service, les développeurs, ils disent je veux que vous vérifiez mon code, mes changements. On envoie un URL de son Git à Intel et après ils vont récupérer les modifications qu'on a faites et ils vont lancer plein de tests dessus, ils vont faire des builds pour plein d'architectures différentes, ils vont essayer de booter et ils vont aussi essayer de lancer Coccinelle, des différentes règles de Coccinelle sur le code que tout le monde a, toutes les modifications que tous les gens ont fait. Alors, on peut voir que dans 2017, avec Coccinelle, ils ont trouvé autour de 600 problèmes. Et ce sont des problèmes qui n'arrivent jamais dans le mainline de Linux. Alors, c'est complètement fait en amont, c'est quelque chose qui est complètement invisible pour la personne qui télécharge Linux, etc. Et ces problèmes, c'est intéressant, il y a des manques de free, comme j'ai décrit dans mon exemple. Il y a aussi des problèmes avec des locks. Ça arrive très souvent. Les gens, ils font des locks, mais ils oublient de faire des unlocks sur certains chemins de code. Pour conclure, j'ai présenté l'outil. Mais l'outil a été construit pour viser d'être accessible aux développeurs Linux, mais on peut se demander si c'est réellement le cas. Comment est-ce que cet outil peut vraiment s'intégrer dans le modèle de développement de Linux?
Alors, il y a 3 questions qui sont très importantes. Comment écrire les spécifications, comment écrire les semantic patch. Après, on écrit son semantic patch, on lance le code Linux, on a 300 résultats, un truc comme ça. Comment valider que les résultats sont corrects. Si les résultats ne sont pas corrects, ce n'est pas forcément la faute de Coccinelle, c'est peut-être aussi Coccinelle fournit un langage de programmation et l'utilisateur peut programmer des choses qui sont bonnes ou des choses qui sont mauvaises comme il veut. Et après, on a ces 300 résultats, on a certaines confiances qui sont tous bons et comment est-ce qu'on peut les propager aux développeurs Linux. Et je vais aussi présenter des travaux qu'on a fait récemment où on veut essayer d'attaquer ce problème de plusieurs flows de développement. Alors, comment écrire des semantic patch? Alors, on a eu plein d'interactions avec les développeurs. Et fondamentalement, on a essayé de faire un langage qui est très proche du C, mais quand même, les développeurs, ils sont des développeurs du C, ils ne sont pas des développeurs de notre langage. Alors, il y a quand même un petit gap, il y a un taux de problème d'apprentissage. Alors, on a vu qu'il y a des développeurs comme Thomas et Case, dont on a vu des exemples précédemment, qui l'utilisent tout le temps, ils sont devenus des experts, ils travaillent tout seuls de manière générale, ils font des choses et il n'y a pas de problème. Il y a d'autres personnes qui font des gros changements dans Linux, mais ils le font tous les 6 mois au lieu de tous les semaines. Et ces personnes, ils sont dans différentes catégories. Il y a des personnes qui s'investissent tous les 6 mois pour apprendre ou pour réapprendre à l'utiliser. Il y a des gens qui nous demandent est-ce qu'on peut faire ça avec Coccinelle et peut-être on est intéressé aussi pour le faire et on essaie de le faire, etc. Ça, c'était le cas de Avner Put. Il y a certains développeurs qui demandent à d'autres développeurs qui sont plus à l'aise avec Coccinelle de le faire pour eux. Alors, il y a un certain transfert d'expertise. Et il y a aussi des développeurs qui disent j'avais un gros truc à faire. Au bout du 50e exemple, je me suis dit que je devais utiliser Coccinelle. Mais je suis très pressée, je n'ai pas le temps d'aller regarder la page web, etc. Alors, ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on travaille sur un outil qui s'appelle Spinfer, qui a le but de prendre quelques exemples et inférer le semantic patch qui va avec. Ça s'adresse surtout à ces développeurs. La personne il peut commencer à faire son changement, il peut réaliser je vais avoir 300 versions encore à faire. Faire à la main, c'est un peu pénible. Il peut lancer Spinfer et comme ça, il va obtenir un semantic patch qu'il peut utiliser pour les autres cas qu'il n'a pas encore traités. Ou il peut obtenir un semantic patch qui va après améliorer un peu s'il trouve que ce qu'on a fait ne traite pas exactement tous les cas. Le deuxième problème, c'est comment valider tous les changements. Coccinelle rend très facile de faire plein de changements très rapidement. Après, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? On ne sait pas. Et tester un système d'exploitation, c'est une chose très difficile, surtout que souvent ces changements sont dans les différents device drivers. Et pour vraiment tester un device driver, il faut avoir le device. Alors, il faut aller dans le magasin, acheter le petit truc, câbler sur sa machine. Ça, c'est pas super pratique. Et même une chose aussi simple que compiler le code est difficile. Compiler le code, ça n'exécute pas le code, ça ne vérifie pas que l'on fait la bonne chose, mais moi, ça montre qu'on n'a pas de variable qui n'existe pas, etc. Mais le noyau Linux est très gros, il a plein d'options de configuration et on n'est même pas sûr si on a compilé un certain fichier, qu'on a réellement compilé la ligne de code qu'on a changée parce qu'il y a peut-être des if-def autour et le compilateur l'a complètement ignoré. On a différents outils qui aident un peu avec ça. On a Make Proxy Check. Alors, il y a un ensemble de semantic patch qui sont dans le noyau Linux. Et c'est un Make Target. La personne n'a même pas besoin de connaître Coccinelle. Elle peut juste lancer Make Proxy Check et avoir Coccinelle qui vérifie ce qu'on a fait. Alors, là, au moins, on peut vérifier qu'on n'a pas introduit d'autres bugs, qu'on a fait sa correction. Un peu plus large échelle, il y a le Zero-Day Testing Service dont j'ai parlé. Ça va faire plein de compilations qui dépassent un peu ce qu'on veut vraiment faire sur sa machine à lui.
Et comme j'ai dit, bon, il y a plein de problèmes qui ont été trouvés en utilisant Coccinelle. Dernièrement, on a aussi construit un outil qui s'appelle JMake. Le problème de Zero Day, c'est que, bon, ce n'est pas vraiment Zero Day, c'est peut-être 1 jour ou 2 jours avant d'avoir une réponse. Ce n'est pas instantané, le développeur ne contrôle pas quand est-ce qu'il va recevoir la réponse qui a un problème. Et le développeur est aussi peut-être un peu embarrassé parce qu'il a oublié de déclarer un variable, quelque chose comme ça. Il se sentait... alors, on a trouvé que ce serait peut-être mieux que la personne puisse faire un peu ça tout seul, peut-être un peu plus petite échelle, mais avoir un peu plus de confiance que son code est bon. Alors, on a appelé ça JMake, Make for Kernel Janitors. Un janitor, c'est quelqu'un qui va travailler un peu partout dans le code et est en train de nettoyer des choses, au lieu de quelqu'un qui écrit un nouveau gestionnaire de mémoire, etc. Et JMake essaie de trouver une configuration qui marche. Alors, c'est peut-être une configuration pour ARM ou une architecture un peu plus exotique. Et ce qui est très important, ce que JMake fait et Zero Day ne fait pas, c'est que JMake va te dire la ligne de code que tu as modifiée a été réellement compilée par le compilateur dans cette compilation. Alors, si JMake dit que tout va bien, on peut avoir une certaine confiance que ce qu'on a fait est moyennement raisonnable. Après, on a fait toutes ces modifications, on a confiance qu'ils sont bons. Et après, il faut les envoyer au mainteneur. Et si on va en arrière, se souvenir de cette toute hiérarchie, si par hasard, on a fait une modification de Hudi dans CQ, dans Rockchip et dans R100, ce qui n'est pas impossible, ça dépend du changement qu'on a fait, il va falloir envoyer des mails à 4 personnes différentes. Alors, pas vraiment 4 personnes, en fait, il faut envoyer des mails à toute la chaîne de commandes. Quand on a commencé Coccinelle, travailler avec Coccinelle au milieu des années 2000, il y avait juste un gros fichier qui s'appelait Maintainers, avec des descriptions un peu aléatoires comme USB, networking, etc. Et il fallait aller à la main, regarder les fichiers sur lesquels on a travaillé, essayer de trouver les personnes les plus pertinentes. Et c'était vraiment une tâche chronophage et c'était vraiment une tâche un peu décourageante. On ne voulait pas s'embêter à faire tout ça, alors on a un peu laissé tomber peut-être. Il y avait sans doute d'autres personnes qui avaient ces problèmes et en 2009, il y a quelqu'un qui a écrit un outil qui s'appelle GetMaintainer qui prend ton fichier et prend le fichier de maintainers et trouve toutes les bonnes personnes automatiquement. Pour faire ça, il fallait ajouter beaucoup plus de métadonnées dans le fichier maintainers et comme ça, il y a des expressions régulières qui résolvent le problème. Et ça, ça a vraiment rendu plus facile de faire des choses à très grande échelle. Et à partir de ça, on a pu faire Split Patch. C'est un outil qui est distribué avec Coccinelle. Et on lance Coccinelle sur son code, on obtient un gros diff qui est tous les changements qui sont faits. Ça découpe les messages par les différents mainteneurs et que ça construit des messages d'email qu'on peut après envoyer automatiquement à 300 personnes. Coccinelle a aussi été suggéré comme une solution pour synchroniser des gros changements. Alors, il y a un problème, c'est que quand on envoie ces 300 changements, il n'y a pas les 300 mainteneurs derrière qui vont être aussi également réactifs. Alors, il y a certains qui vont accepter tout de suite, il y a d'autres qui vont accepter beaucoup plus tard. Le code va évoluer et Linux peut se trouver avec le problème que les changements arrivent et il peut y avoir des incohérences parce que le changement a été fait à certains endroits où le code a été évolué, etc. Alors, il y a eu des suggestions qu'on peut faire ces changements, mais aussi envoyer le semantic patch. Et comme ça, si Linux a des problèmes, il peut lui-même appliquer le semantic patch sur le code et utiliser cette version au lieu de la version qui a été soumise. Je pense que c'est peut-être pas très pertinent pour des choses qui sont vraiment complexes, mais si c'est pour quelque chose d'assez trivial, c'est une solution raisonnable. Alors, ce qu'on fait dernièrement, c'est on regarde, est-ce que globalement, ce que j'ai décrit, c'est comment on utilise Coccinelle dans le contexte du mainline, c'est-à-dire on a trouvé des bug fixes, on veut les corriger dans le noyau, alors on va soumettre un patch et ça va aller comme ça. Alors, on se pose aussi la question, est-ce que ça peut s'élargir aux différents flows de développement?
Alors, on a fait différents travaux dans cette direction. Il y avait un travail avec un développeur de SUSE qui s'était intéressé à le concept de backport. Alors, c'est-à-dire, en fait, même si Linux continue à évoluer, il y a plein d'entreprises qui ne veulent pas mettre à jour leur système d'exploitation tous les 3 mois. En fait, il y a plein d'entreprises qui ne veulent pas mettre à jour leur système d'exploitation tous les 10 ans. Alors, en fait, dans la réalité, il y a plein de gens qui ont utilisé les Linux d'il y a 10 ans sur leur serveur, etc. Ils ne veulent rien toucher. Mais parfois, des gens dans ces situations, ils ont besoin d'utiliser de nouveaux devices ou de nouvelles fonctionnalités. Alors, on a besoin de backporter ces fonctions en arrière. Alors, le Backports Project, ce qu'ils ont fait, ils ont construit une bibliothèque de compatibilité. Et comme ça, on peut porter les drivers modernes vers cette bibliothèque de compatibilité qui va les rendre compatibles avec plein de versions du noyau différentes. Et on a utilisé Coccinelle pour faire le passage vers les drivers modernes et cette bibliothèque de compatibilité. Et les gens ont signalé que ça a résolu vraiment tous leurs problèmes de maintenance dans cette situation. Ça, c'est une approche au backporting. Une autre approche au backporting, c'est qu'on a un driver moderne. On a une version dans le passé, on peut juste prendre le driver moderne et l'utiliser avec les Linux dans le passé. Et ça demande d'aller regarder tous les changements qui ont été faits. Une fonction prend plus d'arguments, etc. Ou changer de nom, etc. Et on a proposé un outil qui s'appelle Prequel pour aller d'ici vers là, globalement. Et avec Prequel, on trouve d'autres exemples des drivers qui ont été portés entre les différentes versions. Et on peut avoir des exemples des changements qui doivent être faits. Et Prequel, ça utilise un query language un peu comme le query language de Coccinelle, où on spécifie les choses qui ont été supprimées et ajoutées. Par exemple, si une fonction a perdu un argument, on veut trouver tous les patchs qui suppriment cet argument, quelque chose comme ça. Comme ça, on obtient différents exemples. Et on peut aussi réutiliser l'outil que j'ai mentionné avant, Spinfer. À partir de ces exemples, on veut obtenir un semantic patch pour avoir une solution de backporting complètement automatique. En conclusion, Coccinelle fournit un scriptable et un outil de script de matching et transformation de code C. Ça permet de faire des transformations assez avancées et compliquées sur du code C sans connaître vraiment l'intérieur du langage. À partir de cette expérience qui a maintenant duré presque 15 ans, on a appris l'intérêt de prendre en compte l'expérience des utilisateurs, les expertises des utilisateurs. On a réussi à avoir beaucoup d'utilisation dans la communauté Linux, mais aussi dans d'autres logiciels. Je pense parce que les gens peuvent raisonner en termes de la chose qu'ils sont habitués à manipuler, c'est-à-dire le code. Une autre leçon importante, c'est de ne pas, ce qu'on parle en anglais, creeping featureism. On ne veut pas, on fait un truc et on ne veut pas ajouter d'autres trucs qu'on veut faire. On n'a pas ajouté, par exemple, des analyses d'alias ou ces choses qui seraient peut-être utiles, mais ça allait un peu au-delà de ce qu'on visait. Il y a eu plus que 6600 commits dans le noyau Linux qui mentionnent Coccinelle. Je pense qu'il y a probablement beaucoup plus qui ne le mentionnent pas. Et dans la communauté recherche, on a eu un Test of Time Award, c'est-à-dire le papier d'il y a 10 ans qui a eu le plus d'impact l'année dernière, ce qu'on fait en système EuroSys. Alors, on peut dire peut-être tout le monde dans cette salle utilise du code qui a été modifié avec Coccinelle. Il y en a sans doute ceux parmi vous qui disent bon, moi j'utilise un Mac, je n'utilise pas Linux, mais ça c'est complètement faux. Vous utilisez Google tourne sur Linux, vous utilisez Linux, vous utilisez Facebook, vous utilisez plein d'autres services, vous envoyez des mails servers utilisent Linux, on fait peut-être des expériences scientifiques, etc. Et tout ce que j'ai présenté, c'est disponible sur notre site. Coccinelle, c'est aussi disponible dans différentes distributions de Linux et dans des distributions de Mac et
peut-être même les distributions de Windows, je ne sais pas, j'en sais rien. Merci.